Bonsoir à tous, cette fois-ci c'est la bonne. Bienvenue sur le Goncast épisode 9. Alors on va pas se mentir, ça faisait déjà 5 minutes qu'on avait commencé, on était dans notre émission, on était bien, avant que le producteur Lucas d'Inside Gone se plante complètement et oublie d'activer notre son et de mettre que le sien. Donc si vous entendez un mec rire complètement seul, bah c'était lui, on s'excuse pour ça. D'habitude on ne l'entend pas, bah il voulait son petit moment de gloire, il en a profité. Donc en tout cas, on est très 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 heureux de vous retrouver ce soir et on va parler donc bien évidemment très longuement du match d'hier soir contre le LOSC où l'Olympique Lyonnais a fait un match nul de partout. Donc on va se poser la question ce soir, est-ce que c'est un bon résultat ou un mauvais résultat? On va en débattre longuement. Donc c'est un match qui va aussi nous permettre d'aborder les 3 dernières journées de Ligue 1 et notamment la prochaine au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Un Olympico qui réussit plutôt très bien au Lyonnais, même mais face à Marseille, pardon, on n'est quand même jamais serein, surtout avec cet Olympique lyonnais là. Et une contre-performance pourrait mettre à mal nos espoirs de Ligue des Champions dans une lutte à distance avec l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois victorieux donc ce week-end de Monaco, qui ne sont plus qu'à 1 point des Lyonnais. Donc pour en parler ce soir de ce match contre Lille et de l'Olympico en approche, j'ai avec moi mon ami Dylan. Comment tu vas, Dylan? Ça va, Maxou, et toi? Bah écoute, moi je suis ravi déjà de t'avoir avec nous parce que tu es rarement ici, donc on en profite, on va boire tes paroles pendant ce Gocast et on va t'écouter avec attention. Ah, il voulait pas réagir, tant pis. Avec nous aussi ce soir, notre admirateur, notre adorateur de Bertrand Traoré, Sandokan, comment tu vas? Bonsoir à tous, je me porte très bien, je me porte très bien. Malgré la magnifique performance de ton joueur préféré? Encore une performance absolument dégueulasse, mais on est habitué, hein. Et avec nous, et pour finir avec nous, on aura Mathias, donc l'ami de Yaman. C'est, on va dire, le penchant chrétien de Yaman. C'est ça. Bonsoir à tous. Évidemment, on souhaite tous un joyeux ramadan, un très bon ramadan à tous les musulmans qui nous écoutent. Et donc, on va aborder avec le match on va commencer, pardon, avec le match de Lille. Et donc, ce match nul hier soir, et on va faire un petit peu le film du match. L'Olympique Lyonnais qui a ouvert le score à la 11e minute avec un but de Martin Terrier. Les Lyonnais qui sont rentrés à la pause en tête avant donc une seconde mi-temps un peu plus compliquée, notamment une seconde mi-temps marquée par un but de Loïc Rémy dès la 50e minute sur une erreur d'appréciation de Denayer. Une grosse erreur qui donc relance Lille dans le match et Soumaré ensuite va marquer le but du 2-1. Là aussi sur une faute de marquage lyonnaise de Léo Dubois à la 68e, mais on le sait, l'Olympique lyonnais a une capacité de réaction plutôt très très forte. Et Mike Maignan, sur une frappe de Léo Dubois, se voit transpercé d'une frappe un peu anodine, mais je pense que le gardien lillois était masqué à la frappe de Léo Dubois, et donc l'OL égalise à la 74e sur cette frappe de Léo Dubois. Score final 2 partout. Alors, messieurs, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que c'est un bon résultat ou un mauvais résultat, ce match nul contre Lille? Ça dépend comme toujours si on juge la qualité de l'effectif sur le papier et la saison. Si on regarde la saison, on ne peut pas dire qu'un 2-2, ça soit un mauvais résultat. Si on regarde le jeu, si on regarde les joueurs sur le terrain, les forces en présence, bien évidemment, déjà, tu dois sûrement pas prendre ces 2 buts. Tu dois développer beaucoup plus de jeu, tu dois jouer mieux. Mais bon, évidemment, sur la saison, on fait une mauvaise saison ou une saison banale. Donc un 2-2, pour moi, n'est pas un mauvais résultat au vu de la saison. De nouveau, si je regarde les forces en présence, oui, c'est un mauvais résultat. Et c'est surtout un mauvais résultat comptablement parce qu'on reste à 6 points de Lille alors qu'on aurait pu revenir à 4 points si je me trompe pas. 3 points? 3 points? Non, 3 points. je vais te le dire ça quand j'aurai le classement sous les yeux, mais Je- c'est clair que je voulais vous relancer aussi là-dessus. C'est surtout par rapport à ça. Est-ce qu'on ne dit pas adieu à la seconde place là, avec ce match nul? Ah si, clairement, parce Ah que oui, oui. 3 matchs, 9 points à prendre, 6 points de retard. Faut faire les calculs. Les calculs sont rapides, hein. Je pense que Lille va au moins gagner un match d'ici la fin de saison. Je connais pas leur calendrier, mais je pense que le dernier match, il est chez eux, je crois, la 38e journée. Donc je pense que ils vont faire la fête là-bas et
selon l'adversaire, je les vois bien dérouler chez eux. Donc, Non, le pour moi, dernier match, il est à Rennes. Par contre, ils reçoivent Bordeaux bientôt. Donc, oui, ça ils va sont, être compliqué. ils Je pense sont que le dernier sur, match chez ils sont eux. sur 4 défaites en 5 matchs, Bordeaux. Donc, je pense que c'est pas un gros problème pour eux. Et tu as raison, Dylan, si on avait gagné le match d'hier soir, on serait bien revenu à 3 points de Lille. Donc ça aurait relancé la course à la seconde place. Mais au lieu de ça, ça relance, on va dire, la lutte à la troisième place. Donc pour vous, je vais vous relancer avec cette question-là. Au final, quand on voit la saison de l'Olympique Lyonnais, comme Sandokan a répondu, je trouve personnellement, après chacun a son avis, mais que Lille mérite amplement cette seconde place en termes de régularité dans cette saison. Est-ce que tout simplement, avec ce match nul et une lutte pour la troisième place, est-ce que l'OL n'est pas à sa place au vu de sa saison? Bah si, totalement. Mais après, il faudrait être troisième et pas quatrième, quoi. Même Voilà, ouais, si ce pour serait moi, pas non plus immérité, mais je considère pas que Saint-Étienne fasse une saison remarquable. Peut-être à leur échelle compte tenu des dernières années, mais par rapport à nous, je pense pas. ouais, je pense que la troisième place, ce serait logique, même au vu de la saison. Quatrième, ça deviendrait quand même très, très problématique. Bon, après, on en parlera après, mais le match contre Marseille sera sûrement crucial. C'est-à-dire que si on gagne, c'est une saison, on va dire, sauvée. Mais s'il y a un autre résultat, ça commencera à devenir très inquiétant. Ouais, comme tu l'as dit, on en parlera un peu plus longuement du match de Marseille plus tard. En revenant sur ce match de Lille, il y a eu des attitudes qui m'ont marqué, comme si, bon, c'est un peu logique, c'était le deuxième contre le troisième, mais comme si les Lyonnais, d'habitude, qu'on dit un petit peu leur manque d'expérience, cette jeunesse leur permet de pousser dans les gros matchs. Là, j'ai pas reconnu un Lyon qui a son habitude dans les grands matchs de Ligue 1, où on sait que les Lyonnais ont tendance à se surpasser. Là, je les ai vus un petit peu, pas apathiques, mais je dirais un peu peureux, comme s'ils avaient peur de se faire prendre en compte par les Lillois dans leur grande force. Est-ce qu'au final, Lyon n'a pas eu peur de Lille et est-ce que tout simplement les Lyonnais n'ont pas été un peu trop mangés, on va dire, dévorés par l'enjeu? Je ne pense pas. On en a parlé un petit peu juste avant l'émission. Je pense que c'était surtout une consigne de rester assez bas et surtout les latéraux, Mendy et Dubois, de pas trop se projeter vers l'avant pour éviter de se faire prendre dans le dos par Bamba, Ikoné et Pépé, les trois flèches lilloises. Donc non, non, je pense pas qu'ils étaient dévorés par l'enjeu, surtout que je pense que ça aurait assez peu de sens de dire que ça, surtout que en Ligue des Champions, on n'a pas été dévoré par l'enjeu à City, à Barcelone non plus. C'était plus dans le jeu qu'on s'est fait surclasser, donc je pense pas que c'était ça hier soir. C'était plus tactique et un choix, sûrement une consigne de Bruno Genesio. Oui, et puis le manque d'entrepreneuriat de nos joueurs, c'était tout simplement aussi le dispositif de Galtier qui avait bien bloqué l'axe et l'impression qu'il ne savait pas quoi faire. C'était pas, je pense pas un manque d'envie, c'était plus simplement qu'il n'y avait pas de solution et que le traditionnel U a encore été mis en place, mais avec des latéraux qui ont pour consigne de ne pas monter à cause des transitions lilloises. Ça donne un truc hyper stérile et même un même fils des grands jours n'aurait rien pu faire dessus. Oui, d'ailleurs, sur le chat, Yaman a réagi à ça. Yaman 6900, donc, qui nous dit que pour lui, Mendy, c'était flagrant, surtout sur le côté de Ferland. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir un Ferland très, très offensif qui participe à pratiquement toutes les attaques lyonnaises. Là, il nous dit que ça se voyait qu'il avait eu la consigne de ne pas monter. Alors pour vous, bah, si c'est une consigne tactique, est-ce que c'est pas un manque de, on va pas dire le mot, c'est vulgaire, mais un manque d'entrepreneuriat, d'envie de la part de Bruno Genesio, peut-être qu'il a voulu assurer lui le match nul au lieu plutôt d'aller chercher une victoire. Oui et non. Pardon. Je trouve qu'il y avait un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une certaine conscience du manque de vitesse de la défense centrale. Même si bon, Denayer a une bonne pointe de vitesse, mais son compère, c'est pas la même chose, même si son compère a fait un bon match. Je pense qu'il y avait une certaine conscience qu'il fallait vraiment couvrir les couloirs. Donc, je pense qu'il y avait quand même une bonne balance. On a vu faire pas mal, rentrer dans la surface. Je trouve pas que c'était un gros point négatif, ce manque de montée sur le côté gauche ou sur le côté droit.
Donc sur ce point de vue-là, tactiquement, pour moi, c'était assez logique. Le problème pour moi était plus dans le milieu de terrain à deux, que les deux, moi, ça ne me convainc pas. Et hier, c'était encore un match dans ce style où je trouvais qu'on avait vraiment des difficultés à faire le lien entre les phases défensives et les phases offensives. Est-ce que, voilà, c'est la question, on en revient chaque lundi sur le Goncast avec ce problème du milieu à deux. Je dirais pas qu'on est les seuls à avoir ces problèmes-là. Sur Twitter, on est énormément à avoir ces problèmes-là. Mais est-ce que Bruno Genesio voit les mêmes matchs que nous? Parce qu'on a l'impression quand même que les compositions d'équipe se répètent, qu'on va parler après du cas Moussa Dembélé notamment. Mais on a l'impression que c'est toujours la même chose, que notamment les erreurs se répètent, et notamment ce milieu à deux, on dit qu'il y a une maîtrise offensive dans ce milieu à deux parce que c'est deux joueurs très techniques, mais que forcément la récupération, au moment de devoir concéder, reculer, bah, ce milieu à deux, il n'est pas fait pour ça. Donc, encore une fois, est-ce que c'est pas une erreur tactique de Bruno Genesio dans son ensemble, dans le choix de ses hommes? J'ai par exemple la question des latéraux qu'on évoque avec Mendy et Dubois. Est-ce que si l'OL voulait bloquer les côtés lillois, c'était peut-être pas mieux de mettre Kenny Tété, par exemple? Bah, le double pivot, ça a ça d'exceptionnel que ça n'arrange absolument personne dans l'effectif. C'est juste pour pouvoir intégrer Fekir en 10 sans travailler de losange. Mais quand on voit Mendy et Dubois qui ne montent pas ou peu et qui font peu de passes verticales, et quand on voit Aouar qui n'aime pas ce rôle, il l'a dit dans les médias, et ça se voit de toute façon sur le terrain, qui n'aime pas être un 6 en tant que 10 de formation, et c'est pareil pour Ndombele, ça n'arrange absolument personne, et dans l'animation et mentalement, puisqu'ils n'aiment pas être là. Donc en fait, je comprends pas pourquoi ils persistent là-dessus, quitte à, je sais pas, mettre Fekir sur un côté ou mettre Fekir en relayeur. Il faut trouver d'autres solutions, même si bon là, à 3 journées de la fin, ça devient un petit peu trop tard, mais Bah, voilà quoi, c'est n'importe quoi. c'est pas trop tard parce que il a toujours dit qu'il était attaché au club. Donc l'objectif, c'est quand même d'aller chercher la Ligue des Champions, même si on sait qu'il va pas rester à l'issue de la saison. Mais mettre Fekir sur un côté, c'est compliqué parce qu'il a jamais fait des très bons matchs sur le côté. Ou alors, il aurait peut-être fallu le mettre à deux attaquants, peut-être avec Dembélé et revenir. Bah, justement, Dembélé, on peut en parler maintenant si vous voulez, mais enfin, Dembélé, je sais pas ce qu'il a fait, mais il doit jouer ce match, il doit commencer titulaire et mettre Memphis à gauche, parce qu'on a vu que dès qu'il est rentré, il a pesé sur la défense, que ce soit Fonte ou Gabriel. Il leur a fait très mal. Il aurait pu prendre des ballons de la tête, alors que là, Memphis, il était cloisonné dans un rôle de neuf à essayer de prendre la profondeur, alors qu'on a tout de suite vu que dès que Dembélé est rentré, que Memphis, quand il est passé à gauche, il était beaucoup plus libre et on était tout de suite plus dangereux parce il pouvait soit déborder, soit rentrer. Et tout de suite, Mendy aussi est tout de suite plus monté. Donc ça a ouvert des possibilités. Et je ne comprends pas pourquoi Dembélé n'a pas débuté et ne débute pas plus souvent d'ailleurs les gros matchs. C'est vrai que sur ça, tu as raison, on allait en parler. Dembélé qui est rentré en jeu sur les derniers matchs de l'OL, à chaque fois, Moussa Dembélé a été très efficace. Alors, j'ai une question quand même, on se la pose. Ce côté de Moussa Dembélé qui reste sur le banc trop souvent, des joueurs de côté qui ne sont pas vraiment efficaces, on pense à Bertrand Traoré, un milieu à deux qui ne marche pas. Alors pourquoi Bruno Genesio s'entête-t-il comme ça? Tout simplement, pourquoi il se met une balle dans le pied à lui tout seul en faisant un 11 type dans lequel on connaît les limites, on connaît les limites de ce 11. Pourquoi il s'entête là-dedans, à 3 journées de la fin? Pour moi, Quelle est la logique là-dedans? Pour moi, c'est dans sa tête, il a une assise défensive plus intéressante, même si, bon, dans les faits, c'est pas trop ça, mais surtout, il peut placer Fekir derrière l'attaquant. Et ça, on a toujours su que c'était une nécessité. Je ne sais pas si c'est plus pour le joueur que pour l'entraîneur, mais pour lui, c'est le bon équilibre. Il n'a pas les joueurs pour le double pivot. Il n'a pas des ailiers qui sont de vrais ailiers ou des ailiers qui font la défense. Enfin, il les a, mais il les fait pas jouer. On pense évidemment à un Traoré où il ne fait pas jouer Memphis, par exemple, à gauche, alors que sur les fins de match, il est toujours très efficace à ce poste-là. Donc je pense que pour lui, c'est une question d'habitude. Il y aurait justement 3 matchs et il se dit, je ne vais pas changer de système maintenant.
Et je pense qu'il y a aussi la question Fekir. La question Fekir qui, pour lui, ça fait 3 ans que ça pose problème et qu'il n'a pas trouvé la solution. Donc pourquoi espérer qu'après 3 ans et demi, il trouve enfin une solution tactique? On l'a vu changer de dispositif tous les 3 matchs. Maintenant c'est trop tard et il va mourir avec ses idées ou y arriver, quoi. D'ailleurs, Et puis je concernant voulais parler un peu de l'assise défensive dont tu as parlé, Sandokan. Alors, quand on regarde quand même les derniers Théorique, résultats théorique. sélectionnés, oui, voilà, théorique, parce qu'on prend quand même, donc hier soir, encore 2 buts. Contre Bordeaux, l'OL encaisse encore 2 buts. Si on regarde le match contre Angers, celui d'avant qui était une victoire, là aussi, on prend un but là aussi face à Angers. Avant ça, bon, il y a eu la série de défaites contre Nantes, Dijon, etc. Donc quand même, l'OL, cette année en défense, ça y est pas, quoi. J'ai regardé au niveau du classement. Alors certes, heureusement, on arrive quand même à marquer pas mal, mais on a encaissé 45 buts cette saison. Quand on regarde la défense hier soir, encore une fois, donc bon, c'est 2 erreurs individuelles. De Nayer, il a une faiblesse sur une erreur d'appréciation, il se loupe totalement. Derrière, Loïc Rémy en profite. Léo Dubois se loupe sur son marquage et permet à Soumaré de marquer le 2-1. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer cette défense? Donc, à 3 journées de la fin, ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qu'il faut dans le futur pour améliorer cette défense? En termes de qu'est-ce qu'il faut changer selon vous dans cette défense? Bah, le problème sur cette saison, c'est le milieu de terrain, le double pivot, où on n'a pas les joueurs, enfin ça a été dit avant, mais on n'a pas les joueurs pour jouer dans ce double pivot parce que Aouar et Ndombele, en fait, ils sont tiraillés entre attaquer ou défendre. Et ils savent pas trop comment, ils aiment pas jouer dans ce positionnement et ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire en fait. Et quand ils attaquent, souvent ils font pas le repli défensif, donc on est pris dans le dos. Mais alors quand ils hésitent à se projeter, du coup il manque cette solution pour faire le relais entre l'attaque et la défense. Et certes, tu dis que c'est des erreurs individuelles, des fautes individuelles, les buts, mais elles sont menées notamment sur le premier but parce qu'on est pris collectivement. En fait, ça va très vite. Et bon, Denayer se loupe complètement, mais peut-être qu'on se prend sûrement pas le but s'il se loupe pas. Mais au début, on est pris dans le dos et je pense qu'il faudrait solidifier le milieu. Peut-être que Lucas Touzard, hier soir, même s'il joue plus beaucoup, aurait été peut-être plus opportun peut-être de jouer dans un 4-3-3 ou 4-4 de Losange, mais ça aurait été obligé à peut-être enlever Fekir ou le mettre sur un côté, comme ça a été dit précédemment. Donc pour moi, ce serait solidifier le milieu. Il y a aussi notamment quelque chose qui me marque sur ce qu'on dit avec les choix des joueurs. On a l'impression que Bruno Genesio s'entête dans quelque chose et que lui-même se piège avec des choix systématiques. Ça vous fait pas penser à la deuxième saison pardon, de Genesio quand il avait l'équipe qu'il a emmené en demi-finale de Ligue Europa avec ce double pivot Gonalon-Touzard où il voulait absolument pas se passer du capitaine Gonalon alors qu'il était clairement en perdition, enfin, avec un Touzard à côté de lui qui était meilleur. Alors là, cette fois-ci, le problème, je le situerai peut-être un peu plus en attaque, avec le fait de ne pas pouvoir se passer de Depay et Fekir qui se marchent un peu dessus. Est-ce qu'il ne se retrouve pas voilà, piégé en se disant si je mets Fekir sur un côté, il ne va pas être bon, donc je suis obligé de le mettre dans l'axe. Depay, c'est pareil, donc du coup, ça met Dembélé sur le banc. Je trouve la comparaison avec Gonalon, je pense que c'est tout à fait ça, parce que là aussi c'est pour pas vexer son capitaine Fekir qui doit forcément mettre en 10. Et bon, il est peut-être moins en perdition que ne l'était Gonalon à l'époque, mais ça reste de sa faute entre guillemets, même si l'année dernière c'était lui qui porte l'OL pendant plus d'une demi-saison. Donc là, l'année dernière ça marchait parce qu'il était en feu. Cette saison beaucoup moins, même si ça reste correct assez variablement. Mais c'est toujours un problème de pas fâcher son capitaine, pas faire des choix forts pour garder le vestiaire, déjà qu'il n'a pas les supporters. Je... Personne n'a voulu réagir, tant pis. Non, mais c'est vrai que sur ce match-là, on retrouve à chaque fois les mêmes défauts de l'Olympique Lyonnais contre des équipes qui, on va dire, attendent un petit peu l'OL dans le jeu. Euh, si sur les 3 dernières journées, donc on va répéter contre qui l'OL va jouer, donc la semaine prochaine Marseille. Ensuite, faut que, il faut que je vais le retrouver, Il y voilà. aura quand? Donc, il y aura Caen et donc le dernier match contre Nîmes. Euh, face à des équipes comme ça, qu'est-ce que l'OL doit changer sur le terrain? Bon, c'est 3 équipes différentes. Il y en a une qui va on va dire, se battre. On en parlera juste après, mais
pour essayer de sauver son honneur, on va dire, sur la fin de championnat. Caen qui va vouloir se battre absolument pour rester en Ligue 1 et Nîmes qui n'a plus rien à jouer. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette équipe-là avant ces 3 journées? Je pense qu'il faut oser Fekir sur un côté, dans un rôle entre guillemets à la Messi, plus libre sur le terrain, libre de repiquer dans l'axe, puisque de toute façon ce sera pareil pour Memphis à gauche. Et il faut introduire un troisième milieu, donc je pense peut-être à Lucas Touzard pour faire la sentinelle et décharger Aouar et Ndombele du travail défensif qui ne leur sied pas et qui les rend moins bons tout simplement. Oui, je pense que la clé aussi se situe avec Ndombele qu'on voit plus offensivement parce qu'on le voit, moi je l'ai regardé parce que j'ai vu que sur Twitter ça commençait un peu à critiquer. Donc je me suis un peu concentré sur son match et on voyait qu'il était toujours 5-10 mètres derrière la ligne de Aouar. Ce qui pour un joueur comme lui est une aberration totale. C'est un joueur qui aime se porter vers l'avant, qui aime faire des différences en passant les lignes, en cassant les lignes. Et le fait qu'il soit dans ce double pivot qui lui donne beaucoup trop de responsabilités défensives, c'est-à-dire qu'il devrait en avoir, mais ça ne devrait pas être la base du milieu défensif. De un, ça ne marche pas, parce que nos défenseurs sont toujours énormément exposés. Et de deux, ça handicape complètement le jeu offensif qui pourrait passer par Ndombele. C'est-à-dire que quand, en début de saison, il avait beaucoup moins de responsabilités défensives, c'était fantastique. Mais depuis quelques mois, on lui donne beaucoup trop à faire défensivement. Il ne se porte plus du tout vers l'avant. Si vous regardez le match, il est toujours derrière Aouar. Il n'est jamais à sa hauteur ni devant. Devant, ça n'a dû jamais arriver, je crois. Et donc, ça bloque complètement le jeu. On a quelqu'un qui peut dynamiter un milieu de terrain et on ne l'utilise pas. Et pour moi, la clé pour la fin de saison, c'est aussi là, surtout qu'on ne débloque pas. Je pense que c'est des consignes que Ndombele soit plus bas qu'Aouar. Si Aouar monte, c'est Ndombele qui doit rester en arrière. C'est provoqué aussi par le dispositif. Il faut un troisième milieu. Surtout hier soir, parce qu'il y a certains matchs, notamment Angers, où ils ont plus de liberté. C'est aussi dû à l'équipe qui est alignée en face. Mais oui, je pense qu'hier soir, c'était surtout une consigne pour Ndombele et Aouar de jouer assez bas pour éviter de laisser trop d'espace aux 3 attaquants lillois, non? Mais c'est handicapant. Enfin, c'est une consigne, mais c'est une consigne due au dispositif. Parce que si tu as un Touzard présent, ils n'ont pas besoin d'être aussi bas. Mais puis on voyait Aouar qui évidemment devait monter parce que sinon il n'y a pas de jeu. Sinon les attaquants sont complètement coupés. Donc tu te retrouves avec un seul milieu, puis un gros espace derrière. Mais en plus, c'est même pas le dispositif ou les consignes. Pour moi, c'est le joueur que tu utilises. C'est-à-dire que si tu mets un Ndombele qui est quelqu'un de très offensif de nature, si tu lui demandes de faire ça, déjà, de un, ça ne marche pas défensivement. Et de deux, ça t'handicape offensivement. Donc, c'est des consignes sans doute, mais c'est des mauvaises consignes. Mais je te rejoins totalement là-dessus. Après, est-ce qu'on peut se permettre de plus avoir de milieu du tout et de prendre Bamba, Ikoné et Pepe en phase de transition? Ça fait mal. Il aurait peut-être fallu densifier le milieu hier soir avec ce qu'on disait, c'est Lucas Touzard, et avoir un Ndombele plus libre et avoir un peu plus offensif en mettant Fekir sur un côté. Mais d'ailleurs, messieurs, vous n'avez pas l'impression quand même que des joueurs comme Lucas Touzard, qui sont baladés depuis que Genesio était là, entre titulaires pratiquement indiscutables, ensuite mis sur le banc, ensuite on le remet dans l'équipe, ensuite on le ressort, sans vraiment de logique au niveau de Lucas Touzard, des choix tactiques qui sont pas vraiment toujours bien expliqués, on sent que même les joueurs sont dans l'incompréhension par moment. Je pense aussi à des joueurs comme Pape Cheikh Diop. Est-ce qu'au final, le fait qu'il soit sur le banc en répétition, est-ce qu'on peut vraiment se dire à 3 journées de la fin, on peut compter sur des joueurs comme ça, étant donné que ces mecs-là ne sont pratiquement pas du tout en confiance ou n'ont pas été mis en confiance? Donc est-ce que c'est pas plus des boulets à 3 journées de la fin que des atouts potentiels? Mentalement, sur certains joueurs, tu vas pouvoir compter mentalement sur eux, notamment Lucas Touzard, il mouillera tout le temps le maillot. C'est un joueur qui est comme ça. Il a quand même une âme de leader. Mais par exemple, un joueur comme Pape Cheikh Diop, pardon. C'est un joueur qui a très peu joué, donc au final le mettre sur cette fin de saison où ça va être des matchs à enjeu, où on va jouer Marseille qui va essayer de nous priver de Ligue des Champions et qui va vouloir laver son honneur chez lui à domicile, ou quand il va jouer son maintien où ça va jouer très dur. Je pense pas que ce soit une bonne idée par exemple de mettre Diop au milieu de terrain. Mais oui, de toute façon c'était dans la gestion de l'effectif. Bruno Genesio l'a plutôt correctement bien fait. C'est un truc qu'il a plutôt bien fait
une des seules choses qu'il a bien faites avec l'OL, en général, de gérer l'effectif. Mais là, clairement, il se repose, depuis qu'il n'y a plus la Ligue des Champions et qu'on joue un match par semaine, il se repose seulement sur un groupe de 12-13 joueurs et les autres sont un peu exclus. Oui, Ok. complètement d'accord. Ouais, non, c'est. Non, mais sur ça, bah voilà, je vous le dis, on avait besoin de Dylan et de son avis élite, alors on écoute avec attention. Donc ça va nous permettre de switcher sur ce match contre Marseille. Donc on va pas revenir sur Lille et ce match nul. Donc il reste 3 journées. La prochaine étape, c'est contre Marseille au Vélodrome. Alors pour rappel, ce match devait être une finale, là aussi pour l'Europe, avant que Marseille tombe sur une série de matchs de défaites et de matchs nuls complètement invraisemblable, où l'OM s'est flingué sa saison à lui tout seul. Donc au final, l'OM aura très très peu de chances de revenir sur Saint-Etienne. Et en plus de ça, les pauvres amis marseillais qui avaient une place qualificative avec la 5e place pour l'Europa League se sont vus chipper cette place par Rennes, puisqu'ils ont gagné la Coupe de France contre le PSG. Donc d'un côté, ils étaient contents que Paris perde, mais en même temps, ils n'ont plus de Coupe d'Europe. Donc l'Olympique de Marseille n'a plus rien à jouer en cette fin de saison et ça s'est vu vendredi soir notamment contre Strasbourg. Donc aujourd'hui, il y a un hashtag qui a été créé. Alors je ne sais pas si c'est des Marseillais ou des Stéphanois, mais en tout cas il y a les deux sur le hashtag. Mais ça a l'air quand même plus des Marseillais avec ce hashtag. Donc pas de Lyon en LDC. Donc c'est un hashtag qui veut tout dire. Donc les Marseillais ne souhaitent pas nous voir en Ligue des Champions l'année prochaine. Et donc, est-ce que vous n'avez pas peur sur ce match qui est un dernier gros choc pour l'OM, une question un petit peu d'honneur, d'ego, que l'OM donne tout sur ce match et qu'il nous prive de Ligue des Champions et qu'il nous fasse un coup contre nous, eux qui sont habitués à perdre contre nous, hein, qui n'ont pas gagné depuis 2012 contre nous en championnat. Est-ce que c'est pas un match piège tout simplement de jouer Marseille maintenant ? Oui et non, quand on connaît la capacité de l'OL à foirer les petits matchs. Je me dis qu'un match contre Marseille qui nous réussit bien depuis longtemps, je vois ça plutôt positivement. On a une équipe qui est très faible contre les petites équipes comparé à son niveau où elle devrait être. Et donc, au Vélodrome, on joue toujours bien. On a une tendance à gagner. Donc moi j'ai pas d'appréhension pour ce match. Je m'attends à un match de qualité comme toujours OL-OM et je vois ce match plutôt positivement personnellement. Il y aura une grosse motivation, je pense on va en parler. Donc je suis pas hyper inquiet par ce match. Oui, je te rejoins aussi, Sandokan là-dessus. Et même pour revenir un petit peu par rapport à ce match de hier soir, je sais pas ce que vous avez pensé, je sais pas s'il y en a un des deux qui était au stade hier soir, mais j'avais pas l'impression que l'ambiance s'était pris comme un gros match, ce match contre Lille. Je sais pas si vous avez eu cette sensation-là aussi. Ouais, Si. effectivement, il n'y avait pas Ouais, d'ambiance. non, mais ça, de toute manière, depuis que Bruno Genesio a annoncé qu'il arrêtait à la tête de l'Olympique Lyonnais, il y a quand même un regain un petit peu de ferveur autour de l'OL, notamment au stade. Donc, je pense que ça faisait partie aussi de ça. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait un peu plus d'ambiance. Et ben justement, j'ai l'impression que ce match de l'OM est beaucoup plus important dans les têtes même des joueurs que ne l'était celui de Lille. J'ai l'impression que ça va être un gros match. Peut-être pas du grand football vu la qualité, enfin la forme des deux équipes, mais ça va être un gros match et on sait que dans ces matchs-là, Lyon est capable de lâcher les chevaux. D'ailleurs, hier, on a failli le faire sur la première mi-temps où il y a eu très peu de temps mort. Et je pense qu'on risque d'avoir un match un peu dans ce scénario-là dimanche prochain, avec une défense de Marseillaise qui est beaucoup moins solide que celle lilloise hier. On rappelle que la défense lilloise est la première du championnat devant le PSG. C'est pas bien dur hein, vu la fin de saison du PSG, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'espace. Il faudra se méfier de Balotelli, mais je suis assez confiant comme Sandokan. Je pense que les joueurs vont être assez motivés pour continuer cette série au Vélodrome. Avant de donner la parole à Mathias sur le sujet, je relève un truc que tu as dit, notamment sur le fait que pour toi, les joueurs sont bien plus concernés et bien plus motivés par le match de dimanche au Vélodrome. Est-ce que pour toi, hier soir,
on va vite fait clôturer cette page de Lille. Mais est-ce que pour toi, hier soir, du coup, s'était pas, avant le match, il s'est dit pour gagner, ça va être trop compliqué face à Lille-là. On va solidifier le nul. Et on sait que le gros match, ça va être contre Marseille et que de toute façon, c'est la 3e place qu'on va jouer et pas la 2e. Non, je pense pas que les joueurs se soient dit ça va être trop compliqué, sachant que si tu prenais les points hier soir, tu faisais une très bonne opération vis-à-vis de Saint-Etienne et pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est surtout une histoire de contexte et ce groupe, on le connaît, hein, il marche beaucoup à la motivation, à l'envie, à l'adversaire, au prestige. Et j'ai pas l'impression que dans leur tête, ils ont pris conscience que ce Lille-là était énorme, était sûrement peut-être la meilleure équipe du championnat actuellement. Et ils ont eu l'impression de jouer un match lambda, en fait. Et ça s'est ressenti aussi dans les tribunes. Le public a essayé de pousser un tout petit peu, notamment, il me semble, après le deuxième but. Mais je pense que ce match de Marseille, c'est notre rival. Hormis Saint-Etienne, c'est notre rival dans le championnat. C'est Jean-Michel Aulas, il est tout le temps en train d'essayer de taquiner les Marseillais, le président, etc. Donc je pense que ils se sont pas dit ça va être trop compliqué, on laisse le match se couler, ce serait complètement con. Mais c'est surtout qu'on va être transcendé par le match de dimanche avec l'ambiance qu'il y aura au Vélodrome et l'enjeu qui sera là aussi, parce que si on ne gagne pas, je pense que Saint-Etienne nous passera devant. Et donc, ouais. Et donc, Mathias, pour toi, est-ce que cette rivalité entre OL et OM va pas leur donner une source de motivation supplémentaire dans les tribunes, sur le terrain, pour se dire on a une chance. On sait que l'Olympique de Marseille n'est jamais aussi fort que lorsqu'il devient le FC Procuration, de venir lâcher des chevaux pile contre nous pour nous mettre pour se venger un coup de Trafalgar, parce que ces dernières années, à chaque fois, c'est nous qui prenons l'ascendant sur ces rencontres-là. Est-ce que dimanche, ils vont pas se faire un malin plaisir de venir nous chercher là-dessus? Le risque, c'est aussi qu'ils n'ont plus rien à jouer, alors qu'on sait leur tendance à un peu de choc dans les gros matchs et quand il y a de l'enjeu. Là, il y en a pas, donc il y a juste leur honneur en jeu. Mais par contre, si on prend le problème à l'envers des supporters, certes, il y a un hashtag, mais je suis pas sûr à 100 que les supporters marseillais soient prêts à faire une trêve contre l'ennemi lyonnais par rapport à leurs revendications face à la direction, au président, au coach, aux joueurs. Et il me semblait qu'il y avait des grèves à prévoir concernant les groupes ultras. Donc je sais pas ce qu'il en est, mais je suis pas sûr que l'OM reçoive un soutien continu tout au long du match et sans faille. Surtout si, par exemple, on venait à marquer un but un petit peu tôt dans le match, je pense que ça les tuerait assez vite et on se retrouve avec des joueurs adverses qui ne seront pas encouragés par leur public et nos joueurs qui seront quand même pourris parce que c'est des Lyonnais par rapport à eux. Donc au final, ce sera parfait parce que les nôtres seront motivés et les leurs seront complètement apathiques. Et au-delà de ce chapitre motivation, messieurs, d'un point de vue un peu plus tactique, de fond de jeu, pour vous, quelles vont être les clés du match? Pour revenir à ce que je disais avant, pour moi, ça reste le milieu de terrain. C'est-à-dire que si ça change pas, pour moi, ça risque d'être très compliqué. J'espère qu'on pourra s'adapter, mais j'ai des doutes. Mais oui, pour moi, la clé du match se situe dans qui sera au milieu de terrain, sous quel dispositif et comment ça sera animé. Et en petit B, la présence ou non, dès le début du match, du grand Moussa. Il n'y a pas mieux. Donc l'absence de Traoré. Oui, mais ça, c'est évident. Et, Pas forcément dans la tête de Genesio. Est-ce que notamment on peut parler de ce côté-là aussi de l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain marseillais qui peut peut-être gêner celui de l'OL, mais aussi en attaque, on sait ce qui manquait à Marseille, c'était une attaque performante ces dernières saisons. Valère Germain a marqué le week-end dernier, ils ont Mario Balotelli, alors certes il ne marque pas à tous les matchs et il est un petit peu sur une phase descendante en ce moment, Super Mario, mais est-ce que quand même l'OL ne doit pas se méfier de ce duo d'attaque pour dimanche soir? Est-ce on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise de la part des deux buteurs? Si, bien sûr, il faut se méfier, même en général, de la ligne d'attaque. Thauvin, je ne sais pas qui va aligner. Ocampo est suspendu de tête, mais il faudra bien sûr se méfier de Balotelli-Germain. Surtout que face à Marcelo, on sait que Marcelo a le sang chaud. Balotelli, il aime bien se friter avec ses adversaires. Dans le contexte marseillais, Marcelo il a déjà eu des problèmes au Vélodrome. Il peut vite sortir de son match parce que hier, il a fait un relativement bon match. On ne l'a pas souligné, mais il a fait un bon match pour une fois. Et il n'en a pas enchaîné beaucoup des bons matchs, donc on va compter sur lui.
Et oui, sur la solidité de la charnière défensive, ça va être très important de museler le duo Balotelli-Germain, comme on l'a fait plutôt bien hier soir, relativement, en tout cas dans l'axe. Et de notre point de vue, de notre côté, Mathias, le fait qu'on ait une attaque qui performe face à une défense marseillaise qui est quand même très friable, hein, c'est 47 buts concédés par les Marseillais cette saison, 2 de plus que nous. Est-ce que pour nous, il ne faut pas justement appuyer sur ça et comme a dit Sandokan, mettre le paquet en mettant Moussa Dembélé titulaire dès le début du match? Enfin, titulaire, c'est logique. Moi, je suis un partisan pour Moussa Dembélé titulaire, quelle que soit la défense en face, à partir du moment où ça nous empêche d'avoir Cornet et Traoré titulaire. Mais du coup, c'est ça le problème. Si c'est un des deux qui est titulaire, ça fait qu'on attaquera en infériorité numérique et en infériorité technique. Donc, mais bon, ils arrivent toujours à trouver une petite combinaison. En ce moment, Traoré, il aime bien les combinaisons talonnades avec Fekir, j'ai remarqué. Et des fois, ça passe. Donc, bon, la défense de Marseille, il n'y a que Camara qui n'est pas acheté, hein, mais le reste, franchement, ça m'inquiète pas tellement. C'est quand même un club en crise qui a à tous les niveaux et leur 6e place et leur saison catastrophique, c'est pas un vol, c'est mérité quoi. Donc si on gagne pas contre ce Marseille, c'est inquiétant. Si Dembélé est pas titulaire, c'est un scandale. Franchement, je pète un câble. Si Dembélé n'est pas titulaire au Vélodrome, c'est absolument scandaleux. Vu ce qu'on montre dernièrement, franchement, j'ai tout vu en 3 ans et demi, mais là, ce serait quand même très très fort. Mais il y a un risque parce que je pense que en fait dans la tête de Genesio, les joueurs comme Terrier et Dembélé qui sont ultra décisifs mais pourtant pas tout le temps titulaires, c'est juste des joueurs de Fergie time pour lui quoi. C'est des jokers. Le Genesio time. Donc ça voudrait dire que le Pep Genesio se transformerait en son fin de mandat à l'Olympique Lyonnais en Sir Alex Ferguson selon toi. Une vraie masterclass tactique. Sauf que ça implique un double pivot et un Traoré sur le terrain quoi, donc pas top. Ah oui, donc ouais, c'est la masterclass tactique à ses limites. Donc ce match contre l'Olympique de Marseille qui promet d'être un très gros choc le week-end prochain. En tout cas, on va aborder assez rapidement et clôturer ce Goalcast avec donc la page et la lutte à distance contre l'AS Saint-Etienne. Donc à l'heure où je vous parle, à 3 journées de la fin, l'Olympique Lyonnais est 3e de Ligue 1 avec juste 1 point d'avance contre Saint-Etienne. Donc nous, la semaine prochaine, on affronte l'Olympique de Marseille. Les Stéphanois affronteront Montpellier. Montpellier 5e, mais Montpellier est à 7 points de Saint-Etienne. Donc Montpellier, avec un match nul contre Amiens, a un peu loupé le coche de revenir sur les Stéphanois. Est-ce que pour Saint-Etienne, assez rapidement, on peut s'attendre à une victoire contre Montpellier ou ça va quand même être un match assez accroché pour les Stéphanois? Est-ce que pour vous, dans leur lutte à distance contre nous, il reste les matchs contre donc Montpellier, Nice et la dernière journée, Saint-Etienne jouera Angers. Est-ce que c'est pas eux qui ont un calendrier plus favorable par rapport à nous? Si, complètement, parce que il y a le match qu'on vient d'aborder, Marseille, qui va être très compliqué. On joue Caen qui jouera son maintien. Peut-être qu'ils seront déjà maintenus, mais ça, on ne le sait pas. Et aller jouer à Nîmes, finalement, ça relève du piège. On les connaît, ces matchs-là, on les aime pas trop. Souvent, les matchs à la 38e journée, je ne sais pas si vous avez le souvenir, mais de Reims, de Strasbourg aussi, l'année dernière, il y a eu le coup franc de Liénard, où on a du mal à les aborder face à des équipes qui n'ont rien à perdre, qui sont chez elles. Et surtout Nîmes cette année où c'est très difficile d'aller gagner là-bas, il y a très peu d'équipes qui se sont imposées, j'ai pas la stat, mais même le PSG avait eu du mal. Donc pour moi, on a un calendrier très difficile, mais celui de Saint-Etienne n'est pas facile non plus, hein. C'est ce qui est peut-être le plus rassurant. On va dire que le match le plus facile pour eux, ça va peut-être être Nice à Geoffroy Guichard, parce qu'ils reçoivent 2 fois consécutivement là, Montpellier et Nice. Et pour moi, ça va être le match le plus facile à Nice, contre Nice pour eux, parce que Nice joue à peu près son attaquant, même si Attal est en feu en ce moment. Et aller à Angers, pour eux, ça va pas être facile. Angers qui est très bon à Raymond Kopa, qui est assez solide et qui est sur une bonne dynamique aussi. Mais ce match-là qui arrive contre Montpellier, ils partent favoris, mais ça sera pas une partie de plaisir. Mais moi j'ai vu le match contre Paris de Montpellier. Ils ont fait l'exploit, ils ont été plutôt bons, mais ils sont assez friables derrière. Donc moi je pense qu'ils peuvent s'en sortir contre Montpellier. Après, je sais pas si le Paris Saint-Germain est un bon facteur et un bon
on va dire, indicateur de bonne période, puisque Bah, à peu près tous les clubs de Ligue 1 arrivent à performer contre les Parisiens en ce moment. Donc, on certes, l'a bien vu Nice ce week-end, qui a ramené un point du parc. certes, défensivement, le PSG n'est pas très solide en ce moment, mais au fond, ça continue à être très dangereux. Ils continuent à marquer des buts, ils peuvent marquer sur chaque occasion avec les joueurs qu'ils ont. Donc, ça reste Non, quand même mais- une belle performance de les battre. Et quand Nîmes avait fait du mal au PSG, c'était pas dans cette période d'avril où ils ont une défense horrible, En la pire plus, ouais. des 5 grands championnats derrière, enfin, juste devant Huddersfield. C'était dans la période où ils devaient encore jouer le titre, même s'il n'y avait pas beaucoup de suspense. Et puis on se rappelle, peut-être que vous vous rappelez du match Nîmes-Marseille en tout début de Également, ouais. saison, où Marseille avait complètement coulé, quoi. Ouais, non, c'est vrai que l'OL a 3 matchs plutôt compliqués qui se profilent. En tout cas, dernière question par rapport à Saint-Etienne, avant d'aborder la page Europa League et qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a cette sensation quand même, on les craint, on les a à un point d'écart, mais on a l'impression quand même dans nos têtes que c'est pas faisable. Pour nous, on va avoir cette troisième place à coup sûr et Saint-Etienne va pas pouvoir tenir. Ils vont forcément faire un faux pas sur ces 3 matchs. Est-ce que quand même il faut se méfier? Oui, bien sûr, mais est-ce que l'AS Saint-Etienne a vraiment les armes et la capacité de venir chipper cette troisième place à l'Olympique Lyonnais? Moi, je pense clairement que oui, hein. Ils sont sur une très bonne série. Ils ont battu Reims 2-0 en les coulant totalement, alors que c'est une très bonne équipe. Et même quand ils étaient mauvais contre Monaco, ils s'en sont sortis par la réussite. Là, ils jouent 3 équipes, dont 2 à domicile, et les 3 équipes n'ont rien à jouer. Je pense que c'est totalement faisable qu'ils fassent un 3/3, mais c'est aussi à nous de faire un 3/3. Ok, donc on a bien notre destin entre les mains. En tout cas, on reviendra dans le Goncast de la semaine prochaine sur la 36e journée et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. On sera là pour vivre la fin de saison avec vous. Et donc, je voulais revenir personnellement, mais on va tous pouvoir revenir aussi là-dessus, sur le cas de la troisième place qualificative ou non directement pour la Ligue des Champions l'année prochaine, puisqu'actuellement l'OL est donc qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais tout dépend de l'Europa League et donc de cette semaine et de la finale de l'Europa League, puisque actuellement, si on est sûr que vous suivez le football assidûment, les demi-finales opposent Arsenal à Valence et Chelsea à Francfort. Et donc pour l'instant, Arsenal et Chelsea, si les résultats en restent là où ils sont, iront en finale d'Europa League. Et donc pour bien être clair et pour que tout le monde comprenne bien, il faut que donc Chelsea, enfin sur une finale Chelsea-Arsenal, il faudrait que ça soit Chelsea, puisqu'il faut que l'un des clubs, pour que la troisième place soit qualificative directement pour la Ligue des Champions, en tout cas pour le championnat français, il faut que le vainqueur de l'Europa League soit issu d'un des championnats du top 4 européen, donc c'est-à-dire Espagne, Angleterre, Allemagne ou Italie, et qui soit dans le même temps dans les 4 premiers de son championnat. Donc si on prend la situation actuellement, c'est chaud sur les 4 championnats, en tout cas les 3 concernés, puisque Chelsea, eux, sont assurés de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avec 71 points. Mais Arsenal, si Arsenal gagne la Ligue des Champions et ne gagne pas la semaine prochaine, enfin en tout cas si Arsenal finit 5e, ça veut dire que Lyon devra passer par un barrage. Francfort est actuellement 4e, mais à égalité de points avec Leverkusen et à la lutte donc pour la 4e place en Bundesliga. Et Valence est 5e à 3 points de Retafe. Donc pour vous, donc, voilà, actuellement, la meilleure des manières de voir l'OL en Ligue des Champions et qualifié directement l'année prochaine serait que Chelsea gagne l'Europa League. Est-ce que pour vous, en tout cas, cette question du barrage, s'il y a un barrage l'année prochaine, est-ce que ça peut changer quelque chose en point de vue du mercato, en point de vue du coach, cette incertitude qu'il n'y ait pas l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions l'année prochaine? L'équipe qu'on affronte en barrage, ce sera une équipe du top 6, top 7 championnat européen, non? Mais On peut pas tomber sur. un peu plus bas, je crois qu'on peut pas affronter tout ce qui est club russe et portugais. On sera dans le même chapeau qu'eux, il me semble. Contrairement à la Saint-Etienne qui devra affronter un club un peu plus huppé, par exemple Benfica ou le PSV Eindhoven, l'OL, dû à son coefficient UEFA, est protégé d'affronter on va dire, les plus gros clubs en barrage. Mais est-ce que pour vous, quand même, c'est quelque chose qui. Enfin, on connaît l'OL, sa capacité à choc par moment.
Est-ce que c'est pour vous, s'il y a un barrage, ça peut quand même nous amener tout droit en Europa League? Est-ce que c'est pas dangereux en termes de coach pour préparer une saison? Non, niveau mercato, ça va pas être là le problème. Le problème, ce qui va changer, ça va être surtout la préparation parce qu'on va devoir être prêt plus tôt pour affronter une équipe qui aura sûrement fait le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, donc qui sera prête elle également. Contrairement à cette année, où on était un peu plus tranquille. Niveau mercato, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de mouvements et assez rapidement, je pense, on va vite être fixé sur certains départs, le nouveau coach. Je pense que le mercato va être fait assez rapidement. Là-dessus, j'ai pas trop de soucis. Ça va être surtout sur le point de vue de la préparation, je pense. Messieurs, Mathias, Sando, pas un petit commentaire sur ce barrage qui pourrait se profiler en cas de vainqueur qui nous irait pas pour l'Europa League. Avec la réforme de la Ligue des Champions, c'est pas du temps où on devait se taper des très gros en barrage. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Effectivement, ça peut poser problème sur le long terme. Mais en même temps, on a vu les équipes cette année qui ont joué les barrages et qui s'en sont plus ou moins bien. Plus ou moins. L'Ajax, par exemple. L'Ajax, voilà. Voilà. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Après, il y a même est-ce que ce serait, bon, je dis pas que ce serait une bonne nouvelle, mais passer, même si on venait à perdre en barrage, on peut espérer faire un bon parcours en Europa League tout en profitant même au mercato pour attirer des joueurs ou pour les garder, puisque le barrage serait assez tard pendant l'été. On aurait peut-être eu le temps déjà de construire un peu l'effectif. Donc moi, je suis pas plus que ça, pas plus inquiet que ça. Donc je verrais pas un barrage comme une catastrophe, non. Ça va être plus compliqué d'avoir cette 3e place que de se qualifier en Ligue des Champions si on est au barrage. Bien, messieurs, merci à vous. En tout cas, on va tous être derrière Chelsea et notre ami Olivier Giroud pour cette finale d'Europa League. En tout cas, si Chelsea se qualifie, mais ça devrait le faire contre Francfort à Stamford Bridge. Malheureusement, ça sera contre Alexandre Lacazette, qui risque de ne pas jouer la Ligue des Champions. C'est que beaucoup de Lyonnais et beaucoup d'entre vous sont très attachés encore au buteur, à l'ancien buteur de l'OL. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour ce 9e Goncast. Et donc, on reviendra lundi soir prochain. Je ne sais pas si ça sera moi ou Marlon, mais en tout cas, on sera bien au rendez-vous lundi soir pour débriefer le match contre l'OM. Et on espère bien évidemment que l'OL sera à ce moment-là encore à la 3e place du championnat et pourra se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Merci à vous trois, Dylan, Sando et Mathias, de m'avoir accompagné sur ce podcast. Et je vous dis à la prochaine, messieurs. À la prochaine, Maxou. À la prochaine.